Donc voilà, c'est sur cette première photo, en fait, on a ce type d'hôtel. Donc je reviendrai un petit peu sur ces hôtels, sur leur histoire, mais dans cet hôtel-là, dans ce petit immeuble, sont hébergées donc des familles exilées. Donc elles sont hébergées par les services de l'État. Et donc là, cet hôtel, il est situé en fait vraiment en périphérie de l'agglomération parisienne. Il est dans le département du Val d'Oise et très clairement, en fait, une fois qu'on est dans cette zone-là, à 1 kilomètre, en fait, c'est les champs, hein, c'est vraiment le confin de la région parisienne. Et il est implanté en fait donc sur une zone commerciale et à proximité de Lidl, donc Lidl qui est une chaîne de supermarchés art de discount en France. Alors, dans cette enquête, on s'est vraiment intéressé au quotidien. Donc, qu'est-ce que l'on entendait par quotidien? C'était vraiment, on a vraiment essayé de décrire les conditions matérielles, les conditions de la vie matérielle de ces personnes qui se retrouvaient à l'hôtel. Donc, c'était vraiment de partir de qu'est-ce que ça signifiait très concrètement habiter dans une chambre d'hôtel, la plupart du temps de 9 mètres carrés, quand on est une famille de 3 ou 4 personnes. Donc, très concrètement, comment on dort, comment on cuisine, comment on occupe l'espace, comment on se répartit dans l'espace, comment on peut ranger ses affaires et aussi avec quelles ressources matérielles on peut vivre. Donc, ce quotidien, c'est ce rapport à l'espace habité, mais c'est aussi, il y avait aussi une dimension temporelle en fait qui nous intéressait. Finalement, comment passe le temps en fait pour ces personnes qui sont hébergées à l'hôtel. Donc, les personnes exilées, elles sont de fait mises dans une position d'attente, en fait, attente de régularisation de leur situation administrative, donc attente de papier. La plupart du temps, on y reviendra, mais elles sont là depuis plusieurs mois, donc elles attendent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment l'espace réduit de l'hôtel donnait un relief particulier à l'attente. En fait, qu'est-ce que ça veut dire attendre, parfois pendant plusieurs années, dans une chambre d'hôtel et comment, malgré tout, essayer de réorganiser une vie familiale. Donc, c'est vraiment ces questions-là, assez simples, hein, qu'on avait en tête quand on a débuté l'enquête. Alors, peut-être quelques mots sur la méthodologie. Donc, c'est une enquête ethnographique qu'on a menée pendant 18 mois et donc on a fini mars 2020 au moment du confinement. Donc, on a vraiment enquêté régulièrement dans 4 hôtels, mais au total, on est allé dans une quinzaine d'hôtels, mais de manière plus ponctuelle. On s'est vraiment attaché à 4 hôtels principalement. Donc, on y a rencontré de manière régulière une vingtaine de familles. Et on a aussi rencontré les responsables de ces hôtels, donc les gérants. C'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, une grande partie en fait de l'enquête s'est déroulée dans les espaces communs, donc en particulier dans les halls d'entrée, dans les espaces partagés, les cuisines, parce qu'en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était un lieu carrefour, un lieu de passage. Lorsqu'on passait du temps dans les halls, on voyait les gens sortir, on voyait les gens rentrer, on pouvait voilà, commencer un peu à les accrocher par une petite discussion pour pouvoir éventuellement prolonger plus longuement en allant dans leur chambre. Mais d'emblée, en fait, bien sûr, on est rentré dans des chambres, mais les conditions de vie et les 9 mètres carrés qui font en fait leur quotidien dans la chambre posaient des problèmes tout simplement pour pouvoir vraiment y accéder. Donc, en termes simplement de données un petit peu chiffrées, et puis pour donner aussi le contexte en France, en fait, à partir de la fin des années 90, les structures sociales d'hébergement d'urgence et d'hébergement social, en particulier dans la région parisienne, se trouvent assez vite saturées.
Donc, il n'y a plus suffisamment d'espace. Donc, les pouvoirs publics, pour la première fois, ont recours massivement à l'hébergement en hôtel. Donc, ils vont se pencher tout de suite sur des hôtels à bas coût. Donc, ils vont pouvoir héberger en fait pour une nuit des personnes voilà, qui sont sans domicile, parfois pour quelques jours, parfois pour quelques semaines, parfois pour quelques mois, voire pour quelques années, des personnes donc sans abri et plus particulièrement en fait des personnes exilées. Donc vraiment, ces hôtels, ils vont permettre de soulager les flux et l'engorgement en fait des structures d'hébergement d'urgence. Donc c'est vraiment leur première fonction. Les pouvoirs publics font appel à eux d'abord pour ça. Mais il y a aussi en fait l'idée que en fait c'est dans ces hôtels, les associations vont pouvoir en fait réunir des familles qui jusque-là étaient dispersées parce qu'il y avait des centres d'hébergement qui étaient dédiés pour les hommes et d'autres qui étaient dédiés pour les femmes. Donc l'hôtel, c'est aussi une possibilité de réunir les familles et aussi en fait d'éviter le contact entre différents publics de l'hébergement d'urgence, enfin pour le dire vite, des personnes qui ont un long passé de rue, plutôt des hommes, et d'éviter de les mélanger en fait avec des familles avec enfants. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que les hôtels vont finir par s'imposer un petit peu en France. Donc avec un nombre considérable de personnes qui sont hébergées chaque nuit. Donc c'est environ 50 000 personnes. Donc là, vous avez le chiffre pour 2019. Mais en 2022, le chiffre reste le même. Donc c'est 50 000 personnes qui sont hébergées à l'hôtel chaque nuit. Alors, pour vous donner aussi un petit peu une idée, c'est plutôt des familles en fait qui sont hébergées, puisque en 2018, selon la Fondation Abbé Pierre, la moitié des personnes qui étaient hébergées à l'hôtel étaient des enfants. Et évidemment, la situation est très différente en région parisienne et en province. En réalité, plus de 85% des nuitées hôtelières, elles sont concentrées dans la région parisienne. Donc là, en fait, où la situation par rapport aux structures d'hébergement est la plus tendue, en fait. Donc, les familles, ce sont des familles avec enfants. Ça peut être un couple avec des enfants ou ça peut aussi être une personne isolée, la plupart du temps une mère avec ses enfants. Donc, pour les pouvoirs publics, le coût, c'est 17 € par personne par nuitée en moyenne. Donc, c'est ce que payent les structures publiques à l'hôtelier. Donc, c'est un coût, évidemment. Alors, au niveau des familles, en fait, qui sont les familles qu'on a rencontrées? Donc, sur la vingtaine de familles de l'échantillon, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest et une autre partie d'Europe de l'Est, du Maghreb, principalement, en fait. Donc, toutes les familles que nous, on a rencontrées, elles vivaient toutes à l'hôtel depuis plus de 6 mois. Et toutes étaient passées par d'autres hôtels que celui dans lesquels on les rencontrait. Donc, elles avaient eu comme ça déjà tout un circuit dans l'hébergement classique, mais aussi dans plusieurs hôtels. Donc, on a aussi rencontré des personnes qui étaient restées plus de 7 ans dans le même hôtel. D'autres avaient déjà changé 10 fois d'hôtel. Et en moyenne, 44% des familles hébergées en région parisienne le sont depuis plus de 2 ans. Donc, en réalité, c'est un provisoire qui dure, cet hébergement en hôtel. Donc, la plupart des familles que nous, on a rencontrées sont dans une situation irrégulière. Donc, elles n'ont pas de titre de séjour en France. Et en fait, si elles le sont hébergées, elles le sont en fait au titre de la protection de l'enfance. Donc, elles ont des enfants et à ce titre-là, elles bénéficient d'un hébergement en hôtel. Donc, en France, la protection de l'enfance est gérée par les collectivités locales, donc par les départements. Donc, ce sont les départements en fait qui prennent l'initiative d'héberger les familles en hôtel.
Alors, la situation varie d'un département à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, à retenir qu'en théorie, l'hébergement en hôtel pour la famille peut durer en fait jusqu'à ce que les enfants grandissent et jusqu'à ce que la famille ait accès à un logement. Mais il peut aussi y avoir des ruptures d'hébergement si la famille ne respecte pas un contrat d'hébergement ou aussi pour d'autres raisons. Parfois, les départements demandent aux familles de verser une contribution financière pour la chambre, donc qui pourrait être de 10% en fait de leur revenu, mais parfois, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est un petit peu variable. Alors, peut-être pour donner une vision plus concrète de ces hôtels, quelques photos. Donc, c'est des hôtels bon marché. Donc, la plupart, ils appartiennent en fait à des chaînes. Donc, la plus connue en France est la chaîne Formule 1. Mais il y a d'autres chaînes. Donc, ces hôtels, en fait, ils ont été construits en France au milieu des années 80. Et je vous le disais, ils ont été construits en fait à la périphérie des villes, des grandes métropoles, et toujours en fait à la proximité de grands axes de circulation, donc des autoroutes, des voies nationales. Et en fait, à l'origine, ils étaient destinés principalement pour accueillir en fait des professionnels en déplacement et des automobilistes qui étaient sur le départ de vacances, enfin qui partaient en vacances et qui souhaitaient en fait faire une halte sur la route. Donc voilà, là vous avez un premier hôtel dans lequel on a enquêté qui se situe à Villiers-le-Bel. Donc il est à proximité d'une route départementale et il est situé dans une zone commerciale. Voilà, pour vous donner un peu une idée du paysage. Là, vous avez un autre hôtel également dans le département du Val d'Oise, qui est aussi situé en fait derrière les buissons. Il y a aussi une route départementale. Voilà un autre hôtel pour que vous vous rendez compte un petit peu de la taille et puis du paysage urbain dans lequel il s'insère. Alors peut-être petit message de prévention, c'est pas contrairement peut-être à ce que vous pouvez imaginer, ces hôtels en fait n'ont vraiment rien à voir avec les motels nord-américains. Parce que jusqu'ici, en fait, jusqu'aux années 80, jusqu'à l'apparition de ces hôtels en France, les hôtels bon marché, en fait, c'est plutôt des petits établissements qui se situent en centre-ville, vraiment au centre des villes, avec une vingtaine de chambres maximum. Donc, quand ces hôtels Formule 1 arrivent en France à la fin des années 80, qui sont construits, donc c'est plutôt des grands hôtels, ils sont construits en périphérie des villes. C'est vraiment en fait une révolution. Donc là, vous avez quelques images d'archives qui datent de la fin des années 80, du début des années 90. Donc pour comprendre, c'est vraiment une offre hôtelière qui est tout à fait nouvelle. Et en fait, cette offre hôtelière, elle repose sur une économie low cost, donc à bas coût, avec un dépouillement du service, donc qui va être réduit vraiment au minimum, et avec des chambres aussi qui vont être réduites au minimum, avec des éléments de confort réduits au minimum, tout simplement parce qu'ils sont destinés à des personnes qui vont n'y dormir qu'une nuit. Donc la chambre de l'hôtel Formule 1, elle fait 9 mètres carrés. Donc là, vous avez un exemple. Hein, aujourd'hui, ça c'est une image d'archive qui date de 80, mais les chambres n'ont pas changé. Donc elles sont vraiment composées d'un lit de personnes et d'un lit superposé. Dans cette chambre, il n'y a pas de sanitaire. Les sanitaires sont collectifs et ils sont dans des espaces partagés. Vous avez en fait simplement un lavabo et les lits, par exemple, sont suspendus, donc il n'y a rien qui touche terre. Et en fait, à l'époque, l'aménagement de la chambre a été fait pour faire en sorte que le ménage, en fait, soit le plus facile possible pour les agents d'entretien et dure le moins de temps possible. Donc, l'idée, c'est vraiment de rentabiliser au maximum. Donc, de la même manière, en fait, tout ce qui est espace collectif,
Donc là, c'était vous voyez la salle petit déjeuner. Donc en fait, c'est pas une salle petit déjeuner, c'est simplement un espace qui est annexe à l'accueil. Il n'y a pas vraiment de table, ce sont simplement des tablettes. Il n'y a pas non plus de personnel qui est dédié à l'accueil des personnes. On prenait sa carte en arrivant dans un automate. Donc évidemment, c'est une offre qui ne ressemble pas du tout en fait aux petits hôtels traditionnels. Et leur implantation était, je vous le disais, mais vraiment à proximité de grandes voies de circulation. Donc dans les années 90, le président de l'entreprise Formule 1 a eu une formule qui est assez significative. Il a dit nous sommes l'hôtel pour tous, de la même manière que McDonald's est le restaurant pour tous. Donc ça dit bien un peu l'état d'esprit de ce nouveau produit. Donc évidemment, quand à partir des années 2000-2010, ces hôtels vont en fait perdre leur clientèle traditionnelle, ils vont se retrouver vides et ils vont se retrouver en fait à être utilisés par les institutions pour loger des personnes exilées et sans abri. Ces conditions matérielles minimum en fait vont devenir des conditions de vie à l'année pour des familles entières. Donc finalement, ce qui faisait l'atout économique de ces chambres d'hôtel, ça va se retourner complètement quand les familles exilées vont devoir en fait y vivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc aujourd'hui, ces hôtels, très clairement, ils sont pleins. C'est une opportunité économique pour les gérants en fait de ces hôtels qui n'avaient plus de clients. Et je vous le disais, mais ces hôtels, aujourd'hui, ils accueillent des familles sans aucune modification de leur architecture et de leur aménagement. Donc, les chambres n'ont pas été agrandies, les couloirs sont restés étroits et leur situation urbaine est restée évidemment la même. Donc, ils sont très éloignés en fait des systèmes de transport en commun, puisque dans ces hôtels Formule 1, on y arrivait en voiture. Ils n'étaient pas du tout dédiés à une clientèle qui arrivait en train ou en bus. Et ils sont aussi, de fait, plutôt situés dans des zones commerciales, donc aussi très éloignés des services publics, ce qui va poser un certain nombre de problèmes pour les personnes qui doivent faire avancer leur dossier administratif, faire avancer leur situation administrative. Donc peut-être pour mieux comprendre la manière dont est habitée aujourd'hui l'une de ces chambres, on va rentrer dans une de ces chambres. Donc ici, voilà, vous voyez deux photos. C'est la photo d'une chambre de 9 mètres carrés, donc qui est occupée par un jeune couple qui a une petite fille. Donc, on a rencontré en fait Nadia, qui est une jeune femme marocaine qui vit donc avec son mari et sa petite fille dans cet hôtel du Val d'Oise. Donc, elle vit en fait depuis 5 ans dans une chambre d'hôtel, dans celle-ci depuis 1 an, et auparavant, elle avait habité en fait dans un autre hôtel qui était situé à quelques kilomètres de celui-ci. Donc en fait, quand j'ai rencontré Nadia, elle m'a vraiment expliqué comment en fait elle avait essayé de faire sa chambre comme une maison. Donc c'est toujours l'expression qui revenait. Donc pour compenser en fait le dépouillement de la chambre, hein, qui était au départ meublée simplement d'un lit de place et d'un lit superposé pour l'enfant, en fait elle a essayé d'investir la chambre comme une maison. Donc qu'est-ce que ça signifiait pour elle? Donc, dans un premier temps, elle a demandé au gérant en fait de lui enlever le lit de place et elle a préféré en fait acheter d'occasion un canapé lit. Comme ça lui permet d'avoir un salon la journée. Elle déplie son lit et ça fait un lit pour la nuit. Elle trouvait aussi que le lit superposé, c'était pas très sécure pour sa petite fille.
Donc c'est pareil, elle a installé en fait un lit, une personne pour enfant, pour sa fille, et elle utilise en fait le lit superposé comme un espace en fait de rangement. Nadia, elle a aussi investi en fait dans pas mal d'éléments de décoration, en particulier un tapis, une table basse, et elle a aussi investi dans du petit ameublement en plastique. Donc, sous le lit superposé, en fait, sont rangés tous les vêtements de la petite fille, donc dans des casiers en plastique. Il y a ses jouets à côté. Voilà, il y a des décorations en fait au mur. Donc, elle a aussi acheté des chaises pliantes qui lui permettent en fait d'accueillir des personnes. Donc, voilà, moi, quand je suis venue la voir, je me suis assise sur le canapé. Quand il y a d'autres personnes qui arrivent, elles peuvent s'installer en fait sur ces chaises pliantes. Donc, elle s'est aménagée en fait un petit environnement de vie qui lui permet en fait de découper cet espace de 9 mètres carrés. Donc, Nadia et sa famille vivent dans une seule pièce et en même temps, elle a réussi à constituer plusieurs espaces. L'espace de la chambre, tout d'abord, l'espace du salon qui est central, qui devient chambre parentale la nuit. Et la troisième partie de la chambre, c'est une cuisine. Donc là, vous voyez en fait son aménagement. Alors, le règlement de cet hôtel-là, dans le texte, interdit les personnes de cuisiner dans leur chambre. Mais en discutant avec le gérant, en négociant avec le gérant, en fait, on s'est très vite aperçu que la plupart des familles avaient de quoi cuisiner en fait dans leur chambre. Donc c'est le cas de Nadia qui a un four à micro-ondes, des plaques électriques, un frigo, un four électrique pour cuire des gâteaux et griller de la viande. Et elle a en fait un véritable équipement de cuisine et elle cuisine en fait tous les jours en fait dans sa chambre. Donc, évidemment, le fait d'avoir constitué différents espaces dans 9 mètres carrés ne crée pas des frontières. Donc, lorsqu'elle cuisine, en fait, les autres espaces sont envahis par les odeurs de cuisine. Donc, c'est difficile voilà, d'imaginer on empêche les odeurs de passer. Donc, on reste en fait dans une grande promiscuité, mais malgré tout, la manière d'agencer la chambre va quand même organiser des espaces de vie distincts. Et en fait, cette organisation-là, en fait, on l'a vue dans d'autres chambres. Donc là, on est aussi dans une autre chambre. Donc là, on est dans une famille. Donc c'est un couple avec 2 enfants, donc avec 9 mètres carrés aussi. Donc je crois qu'avec cette photo, on comprend bien comment habiter en hôtel à 4 personnes dans 9 mètres carrés exige en fait une discipline de rangement très très dure. Donc habiter, c'est un art de l'empilement. Là, on le voit très très bien. On l'a vu aussi dans d'autres chambres. Donc cette famille, comme celle de Nadia, elle se lave, elle dort, elle cuisine, elle prie, elle mange dans 9 mètres carrés. Mais cette famille, elle tient bon. On voit en fait voilà, que là aussi l'espace a été investi. Donc, ils ont accroché des photos des enfants, des photos de l'école, le calendrier scolaire sur les murs de la chambre. Tout est parfaitement rangé. Il y a des astuces pour agencer l'espace au mieux. Donc, on comprend que tout est à sa place. Rien ne déborde vraiment dans ces 9 mètres carrés. Il y a aussi un autre détail, mais qui nous a toujours, qui est très intéressant parce qu'il est très significatif. En fait, on ne rentre jamais dans ces chambres d'hôtel comme on rentre dans un appartement ou dans une pièce commune. En ouvrant la porte, en fait, on se glisse toujours dans ces chambres parce que comme on le voit là sur l'image, en fait, on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut que l'entrouvrir puisqu'il y a toujours quelque chose qui va bloquer complètement la porte.
Donc, on se glisse dans ces espaces. Voilà, là aussi, cette famille, elle a recours en fait aux meubles en plastique, aux caisses que l'on empile pour ranger les affaires. Là où ils ont aussi une petite penderie de rangement avec un tissu. Les enfants ont collé des stickers sur les murs. En fait, on comprend comment tous ces objets vont venir en fait structurer au fur et à mesure, en fait, comme des couches en fait de sédiments, l'installation de ces personnes, leur appropriation de leur nouvelle vie ici. Euh, Au fur et à mesure, elles s'installent dans un nouveau pays, elles accumulent des objets, des attaches en France, et c'est ce que donne en fait à voir aussi ces images. Donc, dans l'enquête, je ne vais pas développer, mais on s'est beaucoup intéressé en fait aux objets des personnes exilées, et avec en fait le dénominateur commun des objets que l'on rencontre, en fait, c'est le plastique. Ce sont des matières en fait bon marché, mais aussi fragiles, transparentes. C'est des matières provisoires. Donc il y a comme ça en fait une concordance une résonance entre le statut provisoire de ces personnes qui n'ont pas de titre de séjour en France et les meubles provisoires, les aménagements provisoires qu'elles trouvent. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué en fait dans ces hôtels. Et puis, évidemment, je vous le disais, ces personnes, elles font tout un circuit dans l'hébergement et aussi dans les hôtels. Elles passent d'un hôtel à l'autre. Donc, vous imaginez bien qu'après 4 ans passés dans cette chambre d'hôtel, lorsqu'il faut partir, il faut déménager aussi. Il faut partir avec tous ces objets, essayer de leur retrouver une place dans une autre configuration spatiale. Donc, la vie des objets pour les personnes exilées, c'est toute une vie aussi, la vie des objets. Alors, en termes si on passe un petit peu dans les espaces partagés, donc ces espaces partagés sont très nus, ils sont assez indigents, hein, on le voit. Les couloirs sont très étroits, mais c'est souvent le seul espace en fait qu'ont les enfants pour jouer, puisque jouer dans 9 mètres carrés, voilà, très encombré comme on l'a vu, c'est pas vraiment possible. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces couloirs vides et tristes? On voit des enfants qui jouent, du linge qui sèche. Ça peut aussi parfois être des espaces de stockage, même si les gérants font un peu la police parce que ça peut être dangereux en termes de sécurité incendie. Mais passer du temps en fait dans ces couloirs permet vraiment en fait de se rendre compte du manque évidemment d'espace et du besoin en fait d'investir ces espaces pour essayer de trouver d'autres espaces, d'animer ces espaces comme le font là ces enfants qui jouent, essayer de contrer un petit peu le dépouillement. Alors, il y a un autre espace collectif partagé qui nous a beaucoup intéressés parce que c'est c'est aussi un point névralgique en fait des hôtels. Ce sont les cuisines collectives. Donc, je vous disais en fait dans l'hôtel où vivait Nadia, il y a une cuisine collective. Donc, sur le papier, on n'a pas le droit de cuisiner dans les chambres, mais en réalité, la plupart des personnes préfèrent cuisiner dans les chambres. La cuisine collective, donc par exemple, voilà, celle qu'on voit là à l'écran, c'est une cuisine collective qui est censée en fait satisfaire 57 familles. Et il y a 4 ou 5 plaques électriques, quelques ustensiles et des petits frigos, en fait, voilà, comme vous voyez ici, et qui sont partagés à chaque fois par 2 familles. Donc, ça va en fait poser évidemment un certain nombre de problèmes. Cette cuisine, donc là, la scène que l'on voit, elle se déroule en fait un samedi après-midi. Donc, souvent, en fait, on se rendait compte que les mères de famille, elles cuisinaient en fait, elles prenaient 3 heures, parfois 4 heures pour cuisiner le samedi ou le dimanche pour toute la semaine. Donc, il y avait comme ça
pas mal de scènes de partage puisque chacun doit attendre son tour. Donc, à chaque fois, c'est 2 ou 3 personnes, 3 femmes qui peuvent cuisiner en même temps, mais pas vraiment plus. Donc, il y a comme ça un peu une file d'attente pour pouvoir accéder aux plaques de cuisine. Et en même temps, donc c'est très contraint, mais en même temps, il y a aussi tout un investissement, comme on peut le voir ici. Donc, les personnes continuent vraiment à faire une cuisine élaborée, donc souvent des plats qui viennent de leur pays. Donc, par exemple, cette dame-là, ce jour-là, elle a cuisiné des plats de viande et 2 plats de poisson avec donc tout un tas d'épices et de condiments qu'elle garde dans sa chambre et qu'elle range en fait dans des sacs plastiques. Donc, quand ces femmes arrivent pour cuisiner, elles sont en fait accompagnées d'un garde-manger ambulant. Elles viennent avec leurs casseroles, avec leurs ustensiles, donc dans un ensemble de sacs plastiques. Donc, elles sont souvent en fait assez chargées. Et elles vont en fait cuisiner voilà, pendant plusieurs heures. Et une fois qu'elles ont cuisiné, elles vont en fait ranger la nourriture cuisinée dans des boîtes plastiques et monter un étage ou 2 étages dans leur chambre pour stocker en fait la nourriture dans leur petit frigo. Donc, c'est évidemment toute une épreuve, cette cuisine ambulante, en fait, toute une épreuve parce que c'est fatigant, il faut se plier en fait aussi au rythme des autres, mais malgré tout, il y a une pratique en fait de cuisine qui se maintient. Voilà, souvent les enfants tournent autour des mamans, donc c'est aussi l'occasion d'échanger en fait sur les pratiques de cuisine. Donc la cuisine, c'est un moment important. Donc parfois, en fait, pour se rendre compte, hein, là, c'est un hôtel en fait où le gérant avait acheté un abri de jardin, hein, et il avait fait installer voilà, des plaques électriques et les femmes devaient donc sortir de l'hôtel. Donc quand il pleut, tous les sacs plastiques, tous les ustensiles, voilà, il faut rentrer dans la cuisine pour se mettre au sec et cuisiner. Donc, c'est vraiment des conditions en fait de cuisine qui sont très compliquées. Et puis, surtout, en fait, ce qu'on a vite compris, c'est que ces cuisines collectives et ces manières de cuisiner en collectif, en fait, elles brouillent complètement les frontières entre la vie publique et la vie privée. Or, pour le coup, la cuisine relève vraiment de la vie privée, les odeurs des autres, les manières de cuisiner des autres, c'est-à-dire est-ce qu'on fait griller la viande ou est-ce qu'on fait bouillir la viande? Voilà, le goût des uns provoque le dégoût des autres. Donc, voilà, au sein de la cuisine se jouent aussi des conflits ou voilà, des malentendus, des jugements parce qu'on est dans un domaine très privé et le fait de cuisiner en public va provoquer en fait des problèmes éventuellement entre les familles. Alors, pour passer à une autre échelle, et puis ça sera le dernier point, en fait, pour un petit peu situer en fait l'implantation urbaine de ces hôtels. Donc là, en fait, la flèche rouge montre simplement, c'est une vue aérienne d'un hôtel qui est situé dans le département de l'Oise. Et en fait, il est vraiment situé en pleine zone industrielle. Il est à côté d'une grosse cartonnerie. Il est au milieu, enfin, il est au bord en fait d'une route nationale. Et il est bordé de forêts en fait. Et voilà, passe un bus le matin à 7 heures. C'est tout, c'est l'unique bus de la journée qui met une demi-heure en fait pour rejoindre une gare où les familles peuvent prendre le train. Dans ce petit village, en fait, dans ce village, il y a pas de commerce, il n'y a pas de commerce d'alimentation. Et une des familles nous expliquait que une fois, les associations caritatives n'avaient pas pu venir en fait, voilà, livrer en fait les colis alimentaires. Et pendant le week-end, certaines familles étaient vraiment restées sans alimentation et sans possibilité de s'en procurer, puisque pour pouvoir
rejoindre le magasin le plus proche, il fallait en fait longer une route nationale, donc très fréquentée, et traverser une forêt. Donc, c'était vraiment très compliqué. Donc, pour vous dire, hein, la plupart des hôtels en fait, dans lesquels on a enquêté, le début de l'enquête a vraiment commencé en voiture. En fait, c'est en voiture, en sillonnant un petit peu les zones commerciales à la frontière en fait, de l'agglomération parisienne. C'est comme ça en fait, qu'on repérait des hôtels qui paraissaient un petit peu dégradés, avec des sacs plastiques sur les fenêtres ou du linge qui séchait aux fenêtres. Bon, ça nous donnait quelques indices. Donc, c'est d'abord en voiture en fait qu'on a rencontré ces hôtels, et puis ensuite on a voilà, essayé de rentrer, de passer du temps en fait avec les résidents. Alors, parfois, en fait, on se rendait compte que ces hôtels étaient littéralement ouverts aux quatre vents, donc il n'y avait pas du tout de dispositif de sécurité. On pouvait rentrer, les gérants nous regardaient à peine, ils ne nous demandaient pas du tout ce qu'on faisait là. Il y avait longtemps que le digicode de l'hôtel ne marchait plus. Et à d'autres endroits, en fait, par exemple, si on revient sur cette image-là, voilà, là, en revanche, l'hôtelier avait vraiment investi dans des dispositifs de sécurité, donc avec une barrière déjà à l'entrée pour éviter que des voitures viennent squatter le parking. Et puis, il y avait un digicode. Donc, il contrôlait vraiment les entrées, et il avait à cœur, en fait, voilà, d'essayer de protéger, en fait, les familles. Mais à d'autres endroits, on rentre, en fait, voilà, très, très facilement. Parfois aussi, il y a eu des réactions un petit peu d'hostilité de la part des hôteliers qui n'avaient pas envie qu'un étranger puisse rentrer et regarder comment ça se passait. Voilà, on n'a pas eu non plus beaucoup d'échanges avec les gérants. Parfois, certains en fait nous ont parlé longuement en fait de ce qu'ils faisaient. Merci. Voilà, donc voilà, pour l'implantation urbaine, en fait, elle est importante parce que évidemment, on comprend tout de suite en fait toutes les difficultés qu'il va pouvoir y avoir pour rejoindre en fait tous les guichets administratifs. Et ça, c'est compliqué parce que voilà, sur une semaine, les familles doivent peut-être avoir 3, voire 4 rendez-vous administratifs, donc à ne pas manquer. Et lorsqu'elles sont hébergées dans ces lieux qui sont très éloignés en fait des transports en commun et des services publics, c'est vraiment toute une épreuve de se déplacer pour pouvoir y accéder. Alors peut-être que tout du long, en fait, la question que vous vous êtes posée, c'est mais finalement, où sont en fait les professionnels du travail social? Où est l'État dans ces hôtels qui restent des structures privées, hein, puisque ça reste la propriété en fait de gérants, mais les nuitées sont payées par les pouvoirs publics. Donc, sur la durée de l'enquête, en fait, on a mais très, très, très rarement rencontré des professionnels du travail social. Alors, c'est pour une raison qui est assez simple, hein, c'est aussi le manque de moyens, puisque les personnes sont hébergées dans différents hôtels. Donc, il y a un éclatement des lieux sur le territoire. Donc, c'est aussi en fait tout un parcours pour les professionnels du travail social d'aller rendre visite aux résidents qui sont hébergés à l'hôtel. On s'est aussi intéressé aux contrats que passaient les institutions avec les hôteliers, et en fait, on s'est rendu compte que ces contrats étaient vides, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune exigence en termes de confort, si ce n'est 9 mètres carrés pour 3 personnes, donc c'est quand même très minimum comme exigence. Donc, c'est très étrange. Enfin, c'est une situation qui est assez étrange, puisque en France, l'habité est très régulé par énormément de règles, de normes qui n'ont plus du tout en fait de valeur pour les personnes exilées en hôtel. Donc, voilà, pour terminer, le rôle des gérants, en fait, est aussi intéressant.
Donc, entre voilà, un message très clair posté par un gérant à la borne d'accueil, la direction refuse de donner toute aide ou renseignement aux résidents. Donc là, c'est accueil niveau -10, aucun accueil. Au contraire, en fait, d'autres gérants qui vont en fait avoir à cœur d'aider les familles, de les dépanner, de les déposer en voiture, de leur venir en aide, peut-être de les dépanner de 10 €, de leur donner de la nourriture, enfin, qui vont essayer en fait de faire du travail social. Alors ça pourrait être discuté, hein, mais en tout cas, qui ont un travail d'attention à la vie quotidienne des personnes. On a aussi rencontré en fait ces figures-là qui arrivent en fait à faire vivre le quotidien de l'hôtel. Donc ça peut être des gérants, mais ça peut aussi être le personnel d'entretien en fait des hôtels. Et de toute façon, c'est un maillon très important, les gérants, puisque sans eux, en fait, les résidents n'arrivent pas à vivre un quotidien. Par exemple, là, on l'a bien vu pour les, les résidents qui négocient le fait d'avoir un frigo ou une plaque de cuisson dans leur chambre. Voilà, s'ils ne négocient pas avec un gérant plus ou moins bienveillant, leur quotidien va être bien plus compliqué. Donc c'est un personnage, le gérant est un personnage clé.